Avant que Christophe Colomb ne découvre le soi-disant Nouveau Monde et que les Européens n'envahissent l'Amérique du Nord et du Sud, ces continents étaient habités par des tribus indigènes. Même si les indigènes d'Amérique du Nord différaient parfois considérablement en termes de culture et de tradition, chaque groupe ethnique possédait sa propre collection de mythes et de légendes qui racontaient l'existence de créatures presque incroyables. Mais où la fiction et la réalité commencent-elles à se confondre ? Quel est le véritable passé de ces ancêtres terrifiants qui apparaissent dans les vieilles histoires ? Et ont-ils peut-être vraiment existé ? Avec vous, nous aimerions aujourd'hui nous pencher sur ce sujet passionnant. Vous nous avez déjà laissé un j'aime et un abonnement et vous avez déjà activé la cloche ? Alors c'est parti! Restez jusqu'à la fin pour entendre parler de l'une des prophéties les plus troublantes que les Amérindiens aient jamais partagées. Cannes. Les Amérindiens n'étaient pas seuls. Un regard sur les anciennes légendes transmises de génération en génération révèle que le continent était autrefois peuplé de créatures fabuleuses telles que des démons, des fantômes et des nains. L'une des figures les plus terrifiantes à avoir jamais foulé le sol américain aurait porté le nom de Iya. Selon la tradition amérindienne, cette figure colossale apparaît toujours lorsqu'une violente tempête balaie le pays. Iya se met alors à dévorer des animaux, des humains et même des colonies entières. La faim de ce monstre étant pratiquement insatiable, il continuera à manger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de vie autour de lui. Iya a un pouvoir qui semble inimaginable pour nous, simples mortels. Un simple claquement de doigts suffit à créer des blizzards, des ouragans et des orages dévastateurs. Pendant ce temps, Iya voyage toujours avec lui dans sa tente magiquement décorée, dans l'œil du cyclone, pour qu'il puisse se régaler du chaos élémentaire. Cependant, la question de la forme de cette créature est tout sauf facile à résoudre. Les vieux contes disent qu'Iya n'a souvent ni visage, ni même de corps. Lorsque le seigneur des tempêtes ne déchaîne pas de brutaux méfaits sur le monde, on dit qu'il vit au fond de la mer avec sa mère Unk. Cependant, en tant que souverain du Nord et berger des aurores boréales, Iya doit également faire face à un certain nombre d'ennemis, notamment Okaga, le roi du Sud. Les géants blancs. Chaque tribu indienne a sa propre mythologie. Les choses deviennent d'autant plus passionnantes lorsque plusieurs groupes rapportent indépendamment les mêmes créatures, comme dans le cas des géants blancs. Dans le détail, les géants blancs seraient une race disparue qui aurait atteint des proportions inimaginables. Contrairement aux géants qui apparaissent dans d'autres mythologies, ces colosses n'étaient pas brutaux et simples d'esprit, mais extrêmement habiles dans de nombreux domaines. Chez eux, dans ce qui est aujourd'hui l'État du Tennessee, les géants blancs se seraient souvent heurtés à leurs contemporains humains. Avec une taille traditionnelle de plus de 3 mètres, notre espèce a probablement toujours perdu au combat. Malgré leur grande richesse et leur intelligence, les géants avaient également un penchant prononcé pour la chair de leurs victimes. En 1857, le chef indien Big Thunder a rapporté qu'il y a d'innombrables lunes, le royaume des géants s'étendait sur tout l'horizon. Les villes du puissant peuple des géants étaient situées au sommet des montagnes, où elles surveillaient le paysage comme des ombres inquiétantes. Après avoir réussi à détrôner les précédents souverains, les géants devaient surpasser tous les peuples ultérieurs. Le chef a dit des Européens, qui se sont ensuite répandus en Amérique du Nord et ont apporté des souffrances indicibles aux indigènes, comparés aux géants blancs, ils étaient des nains, tant par leur culture que par leur armement. La fin des géants. Cependant, étant donné le pouvoir absolu que possédaient les géants blancs, une question fondamentale se pose. Pourquoi n'y a-t-il plus aucune trace des colosses aujourd'hui ? Eh bien, à cet égard, les contes indigènes disent que les géants ont fini par être victimes de leur propre orgueil. Alors que les géants blancs continuaient à rechercher la richesse et le contrôle, les valeurs telles que la miséricorde et la justice ont progressivement été reléguées à l'arrière-plan. C'est ainsi que le Grand Esprit a décidé de mettre fin aux activités immodérées des géants blancs et de les éliminer du monde. Tout ce qui reste aujourd'hui de l'existence de la tribu, ce sont les mystérieuses structures des collines sur les plateaux. La recherche de la vérité. Mais comment placer ces légendes à couper le souffle dans un contexte plausible ? Cette question a également été abordée par le chercheur Dr Donald Poynter Yates. Dans l'une de ses publications, on peut lire ce qui suit.
Les Comanches rapportent que les géants blancs régnaient sur un territoire gigantesque, éclipsant toutes les autres tribus. Agressifs et sans peur, ils ont développé une technologie minière avancée. Ils possédaient également de nombreux esclaves et entretenaient des places fortes sur tout le continent. D'abord chez eux au Pérou, les colosses ont un jour migré vers l'Amérique du Nord par bateau, où ils ont terrifié les indigènes avec leurs crânes massifs et grotesquement déformés. Finalement, conclut Yates, les gigantesques créatures ont été éliminées ou sont retournées dans les cieux d'où elles venaient. Histoire terrifiante. Une chose est sûre, si quelque chose comme les géants blancs a vraiment existé, il devrait également être possible de prouver leur existence passée sur le plan archéologique. Et c'est le cas. Des histoires sur les découvertes de squelettes gigantesques, qui ne peuvent tout simplement pas être classés dans un contexte compréhensible, circulent encore et encore sur Internet. En 1899 déjà, Horatio Bradwell Cushman écrivait « Le Lord Choctaw parle d'une race géante qui habitait autrefois ce qui était aujourd'hui l'État du Tennessee et qui a impliqué les ancêtres des Indiens dans des batailles sanglantes. » Des années plus tard, de nombreuses personnes ont traduit ce texte en lui donnant simplement le sens de personnes blanches. À l'origine, cependant, il ne pouvait s'agir que de ces géants au visage d'une blancheur éclatante. Comme les Choctaw reconnaissaient l'énorme danger que représentaient les colosses, on dit qu'ils leur tendaient des embuscades dès qu'ils en avaient l'occasion afin de les tuer en les prenant en piège. Encore 350 ans avant le rapport de Cushman, Pedro Cieza de León a également écrit au sujet d'un peuple puissant de géants rapporté par les Indiens péruviens Manta. Selon les indigènes, les géants étaient chez eux sur les côtes dans un passé lointain. Les géants blancs naviguaient sur les eaux à bord d'embarcations aussi grandes que des navires de taille normale. Un homme adulte n'aurait pas été plus haut que les genoux de ces personnages. Grotte de Lovelock. À ce stade, sautons au Nevada et examinons le mythe troublant de la grotte de Lovelock. Si l'on examine les détails de cette histoire, il semble qu'il pourrait y avoir un lien avec la mystérieuse tribu des géants blancs. Par exemple, un conte sur un groupe de géants aux cheveux roux et à la peau blanche a été transmis dans les rangs de la tribu Paiute depuis des générations. Appelés Siteka par les indigènes, les colosses étaient vicieux, durs et cannibales. Et même si les gens étaient désespérément plus nombreux que les Indiens, ils représentaient tout de même une sérieuse menace pour eux. Au cours d'une bataille sanglante, les Indiens ont finalement réussi à repousser les géants et à les forcer à pénétrer dans un étroit puits de tunnel. Après que les créatures se sont terrées dans la caverne de Lovelock, les Paiutes ont commencé à empiler des feuilles sèches devant l'entrée et à y mettre le feu. En fin de compte, tous les géants auraient été victimes des flammes. Fondamentalement, cette histoire est classée par la plupart des experts dans le domaine des mythes et des légendes fictifs. Cependant, ceux qui croient en l'authenticité de ces récits soulignent que des découvertes inexpliquées ont été faites précédemment dans la grotte de Lovelock. Des preuves archéologiques. Bien que la bataille entre les Paiutes et les géants se serait déroulée il y a des centaines d'années, ce n'est qu'en 1924 que la grotte de Lovelock, dans le Nevada, est redevenue un centre d'intérêt archéologique. Peu de temps auparavant, quelques mineurs avaient pénétré dans la cavité oubliée pour y recueillir le guano de chauve-souris. Cette poudre à grains fins, qui se forme lorsque les excréments se déposent sur le sol calcaire, est traditionnellement utilisée comme engrais. Au cours de leur récolte de guano, les hommes sont finalement tombés sur des reliques inexplicables, dont ils ont signalé la découverte aux autorités officielles peu de temps après. L'Université de Californie n'a pas hésité et a organisé une fouille professionnelle du site. Au total, environ 10 000 artefacts devraient revenir à la lumière. S'il s'agissait principalement d'outils, d'armes et d'objets du quotidien, les chercheurs ont également trouvé 60 momies. Parmi elles, 2 corps d'une taille inhabituelle. Une femme de 2 mètres et un homme de 2,50 mètres. De plus, comme le décrivent les vieux contes, les momies géantes avaient aussi des cheveux d'un roux flamboyant. Les critiques affirment que la couleur des cheveux n'a probablement changé qu'après la mort, sous l'effet de processus chimiques. De plus, les tailles de corps rapportées étaient tout simplement erronées. En supposant que ce soit effectivement le cas, qu'en est-il de la sandale de 40 cm qui a également été retrouvée dans la grotte de Lovelock? À classer. Cela correspond à peu près à la pointure 62. Seuls les ancêtres des Indiens Paiutes savaient probablement quel était le véritable contexte de ces découvertes et de ces vieilles histoires. Mais malheureusement, ils ne peuvent plus nous en parler aujourd'hui. Wendigo. Ces grands mastodontes blancs n'étaient pas les seules choses qui terrifiaient les Amérindiens. De nombreux autochtones ont également transmis des légendes sur une créature mythique connue sous le nom de Wendigo.
La légende du Wendigo provient des tribus algonquines d'Amérique du Nord, qui comprennent des nations comme les Pequot, les Narragansett et les Wampanoag de Nouvelle-Angleterre. Elle est généralement décrite comme un homme-bête, cannibale recouvert de glace. La légende du Wendigo apparaît également dans le folklore des Premières Nations du Canada, chez les Ojibwe-Chippewas, les Potawatomis et les Cris. Selon certaines cultures tribales, le Wendigo est une entité totalement maléfique semblable au croque-mitaine. D'autres disent que la bête Wendigo est en fait un humain possédé qui a été pris en charge par des esprits maléfiques en guise de punition pour avoir commis des méfaits tels que l'égoïsme, la gloutonnerie ou le cannibalisme. Une fois qu'un être humain gênant est transformé en Wendigo, il n'y a plus grand-chose à faire pour le sauver. Le folklore amérindien prétend que le Wendigo erre dans les bois la nuit, au cœur de l'hiver, à la recherche de chair humaine à dévorer et qu'il attire ses proies grâce à sa capacité troublante à imiter les voix humaines. Les disparitions de membres de tribus ou d'autres habitants de la forêt étaient souvent attribuées aux agissements du Wendigo. L'apparence physique de cette bête monstrueuse diffère selon les légendes. Le Wendigo est généralement représenté comme un personnage de 4,50 m de haut, au corps émacié et décharné, qui symbolise son appétit vorace pour la chair humaine. Dans son livre The Manitus, l'auteur et érudit canadien des First Nations, Basil Johnston, décrit le Wendigo comme un squelette décharné, qui dégage une odeur étrange et sinistre de pourriture et de décomposition, de mort et de corruption. Les tribus se transmettent la légende du Wendigo depuis de nombreuses années. L'une des versions les plus célèbres de ce mythe raconte l'histoire d'un monstre Wendigo vaincu par une petite fille qui a fait bouillir du suif et l'a jeté sur la créature, la rendant petite et susceptible d'être attaquée. Bien que la grande majorité des observations présumées de Wendigo se soient produites entre les années 1800 et 1920, des affirmations de l'homme-monstre mangeur de chair font encore surface autour du territoire des Grands Lacs de temps à autre. En 2019, on pensait que l'infâme homme-bête était à l'origine de mystérieux hurlements que des randonneurs dans la nature canadienne prétendaient avoir entendus. Les érudits pensent que ce monstre amérindien est une manifestation de problèmes du monde réel tels que la famine et la violence. Son lien avec la possession d'un humain pêcheur peut également symboliser la façon dont ces communautés perçoivent certains tabous ou comportements négatifs. Une chose est sûre, ces monstres sont capables de changer d'apparence. Il y a certaines limites que les gens peuvent franchir et qui peuvent les transformer en un être hideux, comme le laissent entendre certains mythes amérindiens. Comme l'a écrit Johnston, se transformer en Wendigo peut devenir une réalité peu glorieuse lorsqu'on a recours à la dévastation face à l'adversité. Les Skinwalkers. Les Skinwalkers sont des créatures humanoïdes animales décrites dans le folklore séculaire de diverses tribus amérindiennes du sud-ouest des États-Unis, notamment les Navajos, les Pueblos, les Apaches et les Hopis. C'est l'une des nombreuses créatures qui peuvent changer de forme dans le folklore amérindien. Les descriptions typiques des Skinwalkers incluent leurs corps bestiaux et déformés, leur visage marqué mais humanoïde et leurs yeux rouge-orange ardents. Mais les origines de ces créatures diffèrent d'une culture tribale à l'autre. Les traditions affirment que les puissants hommes médecines, qui ont cédé au désir d'utiliser leurs dons pour faire le mal, étaient connus sous le nom de Skinwalkers. Selon d'autres légendes, les Skinwalkers sont la punition de tout homme, femme ou enfant qui commet un péché grave. Quoi qu'il en soit, les groupes indigènes connaissent bien le mythe des Skinwalkers. Ces créatures amérindiennes seraient extrêmement fortes et presque éternelles. Elles ne peuvent être tuées qu'avec une balle ou un couteau trempé dans de la cendre blanche, ce qui rappelle un peu un métamorphe de la culture populaire, le loup-garou et sa faiblesse aux balles d'argent. Parler ouvertement des Skinwalkers serait mal vu dans les cultures indigènes. Selon la culture Navajo, mentionner ces êtres sphériques porte malheur et augmente la probabilité de leur apparition. Par conséquent, les Navajos hésitent à parler des Skinwalkers avec des personnes extérieures. Cependant, la terrifiante légende amérindienne s'est répandue dans la population générale. Un récit relatant l'histoire d'une famille de Utah traumatisée par des événements glaçants survenus dans leur ranch, notamment le mystérieux abattage de leur bétail, découvert mort avec d'étranges mutilations, a été publié en 1996 dans The Desert News. Des témoins oculaires affirment avoir vu un animal non identifiable qui était incroyablement agile et faisait des bruits infernaux.
Des choses étranges ont persisté dans le ranch après le déménagement de la famille. La propriété est maintenant connue sous le nom de Skinwalker Ranch et est un foyer notoire d'activité paranormale. Depuis cette époque, les Skinwalkers sont apparus plus fréquemment dans la culture populaire. Les événements terrifiants liés à ces bêtes sont décrits dans la série The Outsider de HBO, basée sur le livre de Stephen King, et ont fait l'objet d'une enquête dans The Secret of Skinwalker Ranch, une série documentaire diffusée sur History Channel. Il est essentiel de noter que malgré la réticence compréhensible du peuple Navajo à en discuter avec des étrangers, la compréhension publique de ces monstres amérindiens est inadéquate. Le détournement de ce genre de lore par des auteurs non autochtones, qui peuvent avoir un effet négatif sur les communautés autochtones, en est l'une des raisons, selon l'universitaire amérindienne Adrienne Keene. Rowling est en train de réécrire ses coutumes à partir de zéro, des traditions issues d'un contexte, d'un lieu, d'une compréhension et d'une vérité spécifique, écrit Keene en référence à l'incorporation maladroite par l'auteur J.K. Rowling du conte Navarro dans un spin-off d'Harry Potter. Il ne s'agit pas de sorciers incompris, certainement pas, loin s'en faut. Qu'en pensez-vous? Les nombreuses histoires sont-elles simplement des légendes inventées? Ou est-il possible que les géants aient réellement existé? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous y êtes déjà, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, bonne continuation et à la prochaine.